Pourquoi faut-il aimer la comédie italienne? Parce que la comédie italienne, c'est le cinéma du peuple. Alors que le cinéma français met en scène des histoires d'amour entre bourgeois, le cinéma américain vante les exploits de héros qui n'existent pas. La comédie italienne, elle, s'intéresse aux gens du peuple. C'est dans la comédie italienne qui succède au néoréalisme que le spectateur se reconnaît. De ce fait, ces films, aussi anciens soient-ils, ne vieilliront jamais. La comédie italienne en particulier et le cinéma italien en général qui a été mis à mort par Silvio Berlusconi à partir du milieu des années 70. Plus jamais il ne renaîtra. Une comédie italienne qui n'est d'ailleurs pas parmi les plus connues s'intitule Il Boom. Elle est réalisée par Vittorio De Sica en 1963 et elle met en scène un Italien moyen qui contracte des dettes après s'être lancé dans les affaires et qui, pour les rembourser, se voit proposer un marché, à savoir faire don de son œil à un riche entrepreneur qui a perdu le sien. Le boom en question est le boom économique qui a relancé la croissance en Italie après la guerre et qui, à travers ce fallacieux plan Marshall, n'avait d'autre but que de coloniser économiquement le pays pour s'approprier sa culture, selon cette formule de Jean-Luc Godard, pour qui les Américains n'ayant pas d'histoire, ils n'ont su qu'envahir les autres pays pour s'approprier la culture des autres. Le film réaliste, bien que burlesque, nous fait d'ailleurs oublier qu'il est impossible de procéder à une greffe oculaire et que donner son œil n'en reste pas moins un acte symbolique qui traduit l'impossibilité d'exister économiquement et socialement sans vendre son âme au diable dont l'œil, entre guillemets, luciférien est le parfait symbole. 13 ans plus tard, en 1976, le personnage d'affreux, sale et méchant adopte la même démarche que le personnage d'Il Boom, sauf que pour lui, il ne s'agit pas d'échanger un œil contre une existence sociale valorisante, mais juste d'obtenir une indemnité pour avoir perdu son œil dans un accident du travail. Si Il Boom est distribué à une époque où la comédie italienne, comme l'ensemble du cinéma italien d'ailleurs, est à son apogée, Affreux, sale et méchant arrive au moment où le cinéma italien décline, et on peut dire sans exagérer que ce film a né le chant du cygne, celui-ci est parmi d'autres. La télé de Silvio Berlusconi arrive, et elle a pour mission de détruire ce que la culture populaire italienne a de plus précieux, à travers son cinéma notamment. La stupidité vertigineuse des programmes proposés par la télé privée du diable Berlusconi est mise en scène en 1985 par Fellini dans Ginger et Fred, qu'on avait signalé dans la vidéo où on parlait du cinéma d'Almodovar, et dont une scène nous montrait un œil géant qui servait de décor à un plateau télé. Affreux, sale et méchant est probablement un des films les plus bidonnants de l'histoire du cinéma italien, mais comme beaucoup de comédies italiennes, c'est un drame sur la misère sociale, et le traiter sur un autre ton que celui du rire aurait rendu le film difficilement regardable. Qu'y voit-on en effet? Une famille nombreuse entassée dans un bidonville, au milieu des rats, de la crasse, les filles se prostituent, un des fils gagne sa vie comme travesti, on se tape dessus à longueur de journée, et toute la famille complote pour empoisonner le père afin de s'approprier son argent. La comédie n'est pas un genre cinématographique en soi, c'est un ton, celui qu'on applique à n'importe quel genre. Ici, un drame social absolument sordide, et ne dit-on pas que le rire a toujours été la politesse du désespoir. En ce sens, les artisans de la comédie italienne sont les gens les plus polis que le cinéma ait commis. Sur ce film réalisé par Ettore Scola plane le fantôme de Pasolini, auquel il fait doublement référence. D'une part, parce qu'il est un commentaire burlesque à son drame néoréaliste de 1961 à Catone, histoire d'un petit proxénète romain qui tenait sur le travail un discours absolument impossible à entendre de nos jours, dans une séquence notamment où il était contraint de travailler et où il comparait ce qu'il faisait au sort des déportés de Buchenwald.
Là aussi, faire partie de la société de consommation revenait à vendre son âme, une âme qui appartient à cette secte luciférienne qui domine le monde et qui trouve ses racines dans les cultes magiques de l'ancienne Égypte. Il y est fait référence dans Akatone, dans une scène où le personnage, avant de sauter d'un pont, dit que s'il se tue, il se fera enterrer avec son or, comme les pharaons. La deuxième référence à Pasolini, on la trouve dans un certain nombre de plans d'Affreux, sales et méchants, qui mettent en scène des enfants enfermés dans une cage de fortune constituée par des sommiers de lit. L'année précédente, Pasolini avait réalisé sans doute le film le plus terrible de toute l'histoire du cinéma, à savoir Salo ou les 120 journées de Sodome, film qui lui a coûté la vie, du fait que dans ce film, il décrive sans passer par quatre chemins en quoi constituent les rituels sacrificiels pratiqués par l'élite pour garder le pouvoir. Bien que situé à une époque particulière, sous le règne de Mussolini, le sujet du film n'en reste pas moins universel, et ce qu'il nous montre s'applique autant à l'Italie fasciste qu'à la société de consommation de 1975. Du fait que Pasolini, qui devait faire la préface d'Affreux, sales et méchants, ait été assassiné avant la sortie du film, Scola lui rend un subtil hommage, au sens large par le sujet de son film, et plus spécifiquement dans la séquence des enfants enfermés dans une cage qui prolonge les abominations qui nous sont montrées dans Salo et les 120 journées de Sodome. L'histoire du film est celle du patriarche d'une famille nombreuse qui, grâce à la perte de son œil, a pu obtenir un pactole d'1 million de livres, un pactole qui n'aide pas du tout à faire vivre sa famille, mais qu'il conserve jalousement dans un emballage qu'il déplace d'un endroit à un autre, de peur qu'on le lui vole. Le film a été tourné sur une colline au cœur de la capitale italienne, choisi sans doute pour deux raisons. La première est de placer les personnages en hauteur, comme s'ils cherchaient d'une certaine manière à se rapprocher de Dieu. La deuxième, et ça c'est reconnu par Scola lui-même, est de les mettre en opposition avec le Vatican, dont on voit sans cesse le dôme en arrière-plan, de manière à montrer que l'Église de Vatican II est non seulement contraire aux intérêts du peuple, mais qu'en plus, elle le menace. Comme dans Akatone, auquel le film se réfère, Affreux, sales et méchants ne développe aucune intrigue particulière, mais il s'attache à décrire par le menu le quotidien de personnages plongés dans le tréfonds de la misère sociale et économique. La séquence d'ouverture du film est un balayage panoramique des membres de la famille en train de dormir, panoramique qui se termine sur le patriarche, Jacinto, qui lui ne dort pas parce qu'il sait qu'on en veut à son argent et qu'on montre avec un œil caché. Au réveil, il reproche à sa famille, comme il le fait tous les matins, d'avoir encore tenté durant la nuit de lui voler son argent. On l'entend dire « si vous voulez des sous, brûlez-vous un œil à la chaux vive et vous en aurez », alors qu'un père qui ne serait pas touché par une telle misère dirait « si vous voulez des sous, travaillez et vous en aurez ». D'emblée, c'est la vulgarité de la société de consommation qui nous est exposée, vulgarité d'autant plus criante qu'elle touche ceux qui en sont marginalisés. Vulgarité montrée notamment à travers ce personnage de mère de famille, fier que sa fille pose pour une revue de charme, et là le film a 50 ans d'avance, sur le culte de la réussite individuelle à travers le pouvoir de l'image, dans ce qu'elle a de plus dégradant. On a toujours les enfants en arrière-plan, dans plusieurs scènes, dont une où on voit un gamin tracté par un chevreau. C'est drôle, mais ce genre de plan pourrait nous dire que déjà les enfants sont tirés dans le sillage du diable, représentés par un animal adapté à leur petite taille, car cette communauté de miséreux, bien que placée sur une colline qui, comme on l'a dit, cherche probablement à les rapprocher de Dieu, subit les attaques incessantes des forces du mal qui viennent d'en bas, c'est-à-dire de la ville. Dans cette journée qui commence, où les jeunes livrés à eux-mêmes n'ont rien d'autre à faire que de la moto, et les filles d'aller se prostituer, on voit une fillette faire le tour des baraquements pour y récupérer les enfants. Et on remarque qu'elle se presse de récupérer les enfants pour aller les enfermer dans cette cage qui est une sorte de garderie à ciel ouvert, comme s'il y avait un danger. La caméra va insister sur la tête coupée d'un poupon placé à l'entrée de la cage. Tête d'un enfant
menacé peut-être d'être coupé en morceaux au sens propre comme au sens figuré, si on ne le met pas en vitesse à l'abri. Rappelons que ces personnages sont des Italiens du Sud, qui venaient en masse à Rome dans l'espoir d'une vie moins misérable, c'est-à-dire des migrants dont les déplacements ont toujours été favorisés pour, entre autres intérêts économiques, du fait qu'ils soient une main-d'œuvre pas chère, servir de réserve à chair fraîche le nombre d'enfants disparus dans ces communautés ayant toujours été très élevé. Ce qui justifierait cet empressement de la plus grande d'entre eux à vite les mettre à l'abri dans cette cage solidement cadenassée. Et d'ailleurs, cette tête de poupon me permet d'annoncer l'analyse du film de Soderbergh que je ferai dans la vidéo suivante. Toute la séquence est illustrée par la musique d'Armando Trovajoli qui emprunte des sonorités aux musiques rituelles aztèques ou mayas, tandis que de nombreux plans de coupe nous montrent une alternance d'enfants insouciants en train de jouer et d'enfants agrippés à la grille de leur prison, dont ce plan en particulier qui isole l'œil d'un enfant, un enfant au visage meurtri, au milieu d'un maillage déchiré, genre de plan qu'on trouve par exemple dans La Guerre des mondes de Spielberg, dont on a parlé dans une vidéo précédente, un tout autre genre de film en effet, mais où les enfants, comme ici, se voyaient menacés. Pourquoi des metteurs en scène aux univers si différents et à des années de distance utilisent-ils des symboles visuels à ce point semblables pour donner du sens à une image très spécifique? C'est dans ce genre de scène en particulier que Scola rend non seulement un hommage subtil à Pasolini, mais peut-être nous indique la raison de sa mort, puisque Pasolini aurait été en possession, dit-on, de dossiers tout à fait compromettants au sujet de l'élite italienne de l'époque. Tout est ici dans le pouvoir de l'image, dans ce qui n'est cependant qu'une séquence de transition, laquelle se termine sur ce plan d'un petit garçon, lui aussi agrippé à la grille de sa cage, qui donne du regard en direction de la jeune fille qui pose pour des revues de charme et qui s'apprête à partir au travail le matin. Ne s'agit-il pas en effet du destin de ces enfants-là si on ne les met pas à l'abri? Mais le paradoxe, si on peut dire, est que la jeune fille au botte jaune qui a mis les enfants à l'abri demande quand même à la fille qui fait des photos de charme comment s'y prendre pour devenir à son tour modèle. Dans le cinéma italien, les décors, qu'ils soient de studio ou décors naturels, ont bien souvent une importance égale à celle des personnages. Ils font corps avec eux, à tel point que grand nombre d'histoires perdraient tout leur sens situées à un autre décor que celui qui nous est proposé. Le décor ici est celui de cette colline où se déroule l'essentiel de l'histoire. Ceci dit, on y accède par un escalier vertigineux que les personnages montent et descendent tout au long du film. Et l'axe de prise de vue choisi pour le filmer dans cette séquence en particulier n'est pas sans nous rappeler les escaliers des pyramides mayas. Alors bien sûr, on pourrait dire que les images servent aussi à ouvrir l'imaginaire de celui qui les interprète. Mais dans ce cas précis, la musique d'Armando Trovajoli dont on vient de parler nous laisse penser que c'est délibéré. Et que se passait-il au sommet des pyramides en question? Des sacrifices humains. Et que voit-on ici au sommet de la colline? La cage qui enferme les enfants qu'on protège du sacrifice. On voit d'ailleurs dans Salo ou les 120 journées de Sodome, là aussi un personnage qui nous évoque une sorte de roi maya ou aztèque qui préside les macabres cérémonies qui sont exposées tout au long du film. Je conseille d'ailleurs à ceux qui n'auraient pas vu ce film de Pasolini de s'attendre à un choc psychologique assez important. Moi je l'ai vu une seule fois et je ne suis pas sûr de pouvoir le regarder une deuxième. Le personnage de Jacinto, ouvrier du bâtiment, depuis qu'il a perdu son œil, mène une vie tout à fait oisive. Il se bagnode à l'intérieur du camp, va au bistrot où il pelote les serveuses qui ne sont pourtant pas de la première jeunesse. Cependant, le titre affreux, sale et méchant, au pluriel, ne qualifie pas les personnages parce qu'ils sont pauvres, mais bien parce que l'appât du gain fait d'eux des sales gens, en même temps que leur degré de misère les rend méchants les uns envers les autres. Il n'en reste pas moins que leur vulgarité est aussi alimentée par ce désir de posséder, vulgarité égale à celle qui s'exprime d'une autre manière dans des milieux sociaux plus favorisés. Toute la vulgarité de la société de consommation que n'a cessé de dénoncer Pasolini
Scola nous en donne un exemple à travers ce marchand ambulant qui vient fourguer sa camelote à des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Au rétroviseur du camion du camelot, qui lance ses appels au micro quand il arrive, est pendu un ballon de foot, le ballon au damier, pour nous rappeler, ce qui revient souvent dans le cinéma italien de l'époque, que le foot est un des plus puissants moyens d'aliénation des masses. Il n'en reste pas moins que la laideur de la marchandise est parfaitement représentée par ce camion surchargé de produits, hétéroclites, dont la présence jure avec tout ce qu'il y a autour. On voit aussi dans la maison de Jacinto un enfant qui feuillette des revues licencieuses, en ayant, semble-t-il, les lèvres maquillées, la mère qui sèche ses cheveux sous un casque de coiffeur, et la grand-mère qui apprend l'anglais devant la télé, ceci dans un bidonville en tôle et en carton. Et de nouveau la vulgarité de la marchandise matérialisée par un balai à chiottes que Jacinto reproche à sa femme d'avoir acheté au camelot. Mais on remarque toutefois que si Jacinto est vulgaire et brutal avec les siens, lui, il ne tombe pas dans le piège de la consommation. Il garde jalousement son million que les autres cherchent sans arrêt à lui voler. À l'intérieur de la maison de Jacinto, dont on voit le dôme du Vatican quand la porte est ouverte, se trouve une image du Vatican. Elle met au premier plan l'obélisque d'Assouan, qui dans un plan comme celui-ci s'aligne avec l'œil de Jacinto, et qui en tout cas a le même sens que cette tapisserie égyptienne dans Mes chers amis de Mario Menicelli. Autre comédie italienne sortie à la même époque qui mettait en scène une bande de copains ouvertement francs-maçons. Toute référence à l'antiquité égyptienne dans un film est une manière subtile ou carrément ostentatoire de se référer aux racines égyptiennes de la maçonnerie, même si on m'écrit en commentaire que mes grilles de lecture sont hyperboliques, je ne fais que regarder ce que j'ai sous les yeux. Dans Mes chers amis, donc de Mario Menicelli, tourné à la même époque, qui a d'ailleurs inspiré le très mauvais Dîner de cons de Francis Weber, eh bien on avait tout au long du film des références similaires. L'obscénité du monde moderne, conséquence du boom économique dont nous parlait Vittorio De Sica en 1963, on le retrouve dans ce film, par exemple incarné par un des membres de la famille devenu travesti. Toutes les valeurs traditionnelles de la famille italienne sont mises cul par-dessus tête et annoncent déjà ce que sera la société européenne d'aujourd'hui. Et à la fin de la journée, on revoit la fillette au beau jaune qui va libérer les enfants de leur cage pour les reconduire tranquillement dans leur foyer. Ils ont été protégés une journée durant de la vulgarité du monde qui les menace, auquel ils n'échapperont pas à l'âge adulte, on s'en doute. Jacinto fait d'ailleurs un cauchemar où il voit toute sa famille achetée par la société de consommation dont le bonheur dépend exclusivement, un cauchemar qui rejoint le cauchemar éveillé de Gianmaria Volonté dans La classe ouvrière va au paradis. À l'issue de ce cauchemar, il devient paranoïaque en croyant que ses enfants lui ont volé son mignon, qu'il ne retrouve pas, et il tire sur l'un d'eux, ce qui lui vaut une convocation au commissariat où il a déjà un dossier chargé. Le commissaire lui rappelle alors qu'entre autres accusations, il y a celle de séquestration d'enfants à des fins libidineuses. On est là au cœur de la comédie italienne, impensable dans un autre pays que l'Italie. L'Italie qui savait regarder le peuple tel qu'il était, dans ce qu'il avait de pire et de meilleur, sans ne jamais porter aucun jugement sur lui. Le peuple italien, c'est son or, celui qu'avait si bien montré Vittorio De Sica dans L'or de Naples en 1951. Dans une scène à mourir de rire, comme l'ensemble du film d'ailleurs, la famille se réjouit du courrier qui annonce que la pension de la mémé est arrivée et ils s'empressent de la conduire à la caisse des paiements pour lui faire signer son reçu et partager entre eux l'argent de la vieille. Mais dépouillée de son aspect comique, c'est une scène absolument sordide qui mesure le degré d'avilissement d'une population que De Sica montrait si noble dans L'or de Naples et qui est réduite à la mendicité dans le film de Scola. L'œil de Jacinto, qui est l'œil qui voit tout, lui permet de voir ce qu'il y a de pire autour de lui. Comme par exemple cette scène où un de ses fils travestis prend quasiment de force sa belle-sœur pendant qu'elle se fait un shampoing. Puis on revient de nouveau vers les enfants enfermés dans cette cage qui les protège de la violence, du monde d'en bas,
avec un plan depuis les escaliers, donc les escaliers qui montent jusqu'en haut de la pyramide, et on voit un enfant qui ramasse ce qui est sans doute un plâtras, qui remonte le long des grilles pour l'attraper. Bon, là aussi, on peut surinterpréter en y voyant la pierre brute des francs-maçons, celle qu'ils doivent tailler pour accéder à une vie meilleure. Ça pourrait être un morceau de bois ou autre chose, mais c'est une pierre blanche que ramasse l'enfant, tandis que dans la cage, on voit un enfant poser un masque noir sur le visage d'un autre enfant. Ceci avec l'insouciance de l'enfance, évidemment, mais on n'est pas loin, là non plus, des 120 journées de Sodome de Pasolini. Puis survient la rencontre de Jacinto avec la prostituée dont il va faire sa maîtresse. Elle se passe sous un panneau publicitaire vu de derrière, comme si le produit à consommer, c'était elle. Et en effet, c'est le cas. Lorsque Jacinto la ramène chez lui, tout le monde va la consommer comme une marchandise. Cependant, au milieu de cette violence économique qui ne produit que misère et vulgarité, survivent quelques traditions ancestrales, quelques coutumes qui nous sont montrées par exemple par la chorale où va chanter un des membres de la famille. Il y a aussi la tradition du baptême, même si elle sert à baptiser tardivement Jacinto, mais aussi la tradition de la sorcellerie quand la mère humiliée décide d'aller voir ce qu'on appelait una strege, c'est-à-dire une sorcière, pour éliminer son mari. Et quand il décide de liquider Jacinto au repas du baptême, on voit toute la famille transportée sur le toit du camion du camelot, comme s'ils étaient eux-mêmes de la marchandise. Mais comme Jacinto va survivre, c'est lui qui va se venger en allant mettre le feu à sa maison pendant que tout le monde dort, mais personne, là non plus, ne va mourir. Dans les comédies, on se tape dessus, on s'insulte, mais on ne meurt pas. Et Jacinto, toujours à travers son œil prolongé d'une jumelle, fait l'inventaire de ce qui reste de sa famille, c'est-à-dire tout le monde. Et il dit à sa maîtresse, « Misérable criminel, assassiner un père, après tous les sacrifices que j'ai faits pour eux. Et pourtant, ils le voient tous, le monstre que j'ai été obligé de... Point de suspension pour qu'il naisse. Et encore, là elle est mieux, elle a plus la barbe. » Réplique totalement impensable dans le cinéma d'aujourd'hui, italien ou de n'importe quelle autre nationalité, qui, au-delà du comique, traduit par ailleurs, de quelle nature sont faits les rapports humains dans l'extrême misère, où les notions de désir et d'amour n'entrent pas en ligne de compte. Cependant, après que Jacinto, pour se venger de sa famille, ait vendu la maison à ceux qui viennent l'investir, eh bien, on voit les nouveaux acquéreurs grimper ce même escalier comme s'ils gravissaient une pyramide, accompagnée par la musique tribale d'Armando Trovaioli, et la séquence de nouveau commence avec les enfants en cage tout en haut de l'escalier. C'est un nouveau roi comparable au Sapa Inca qui vient investir le lieu. Un roi qui domine une colline à travers son œil qui voit tout, colline au sommet de laquelle on accède par un escalier comme sur une pyramide, n'est-ce pas une image qui peut se résumer ainsi, car le film nous a montré que le rêve consumériste n'épargnait en effet personne. Film scandaleux, bien qu'à un degré autre que d'autres films italiens tels que La Grande Bouffe, Portier de nuit ou Le Dernier Tango à Paris, mais film cependant avec lequel les intellectuels de gauche étaient embarrassés du fait que Scola soit un grand cinéaste, qu'il était difficile d'attaquer sur son art. Il avait toutefois fait un film qui n'idéalisait pas les pauvres, il aurait pu le faire, soit en les montrant comme des martyrs à qui le royaume des cieux était acquis, soit en les montrant comme des prolétaires en lutte. Il a au contraire choisi de les montrer comme des victimes de la société de consommation, parce qu'elle les a laissés en marge de sa croissance, en même temps qu'elle ne les empêche pas de fantasmer sur leur besoin d'en faire partie. Et si le film dérange, c'est parce que les intellectuels de gauche, cette société de consommation, ils ne l'ont jamais combattue, préférant au contraire lutter pour essayer de la rendre plus confortable aux classes populaires qu'elle marginalise. Affreux, sale et méchant, et par conséquent un film autrement plus révolutionnaire que pourrait l'être n'importe quel cinéma militant de gauche, parce qu'il met le doigt là où ça fait très mal, en désignant la religion de la marchandise comme la source première de l'avilissement du peuple et source justement de toutes les hypocrisies venant du cinéma le moins hypocrite du monde, le cinéma italien, dans ce cas-là, prouve qu'il en fut un des plus nobles serviteurs.
Et pour illustrer cette uniformisation des cultures que la société de consommation a autorisées quand le fascisme ne l'avait pas permis, mettons en postface de cette modeste vidéo ce que disait Pasolini sur la question. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia, e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.